Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de contrôle de version et de Git. Donc c'est des compétences qui sont utiles aujourd'hui, très, très utiles pour les informaticiens et pour vous montrer ça, je vais d'abord vous voir ce qui se passe en fait si on n'avait pas de gestion de version, comment on ferait pour gérer des situations très courantes. Donc situation qui arrive, très souvent, c'est, je travaille sur quelque chose, mon PC crash, mon disque a rendu l'âme et j'ai perdu toutes mes données. Donc là, je suis bien bien embêté. D'autres situations courantes, c'est je modifie mon code, je rajoute des trucs, je rajoute une feature, mais je fais ça un peu au dernier moment et je me rends à rendre un projet dans lequel, le code marche plus parce que j'ai voulu faire un truc à la fin et rien ne marche. Donc on aimerait bien pouvoir revenir à la version précédente, du code. Donc tout un tas d'autres soucis qui peuvent arriver, c'est, se tromper de fichier et après il y a tout ce qui est autour des problèmes de traçabilité. Parce que quand on a fait un fichier, donc même quand on travaille tout seul, on aimerait bien savoir, pourquoi on a fait telle ou telle modification dans un fichier. Donc si c'est un rapport, c'est pas très important, mais si c'est un développement informatique, c'est beaucoup plus, grave. Et puis dès qu'on travaille à plusieurs, on a besoin de savoir, qui a écrit, telle ou telle ligne de code pour mieux comprendre, le code et pour le modifier, comme on veut. Donc tout un tas de soucis qui peuvent arriver ensuite sur, quand on travaille sur du code, c'est typiquement comment je vais appliquer un patch, sur différentes, versions d'un même projet. Donc typiquement, là, on est en licence pro orientée sécurité, donc on a juste un patch de sécu, sur je ne sais quel, protocole bibliothèque. Comment est-ce que j'applique ça sur toutes les versions de mon code? Ou encore une fois, on est à plusieurs développeurs sur le projet, qui ont fait différentes, choses en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer toutes ces modifs? Donc voilà, tout ça, c'est des choses que les gestions de version va pouvoir nous aider. Mais si on l'a pas, on pourrait tenter de faire des choses très simples du genre, faire un fichier, on l'appelle juste, rapport.doc. On va faire une deuxième version, une autre, et cetera et on se retrouve souvent avec ce genre de fichier-là. Donc ça nous permet d'un côté de on peut bien récupérer une version précédente, de notre, rapport dans ce cas-là. Donc on peut faire la même chose avec, u on pourrait faire une archive de notre code, source, tout le dossier de code source et puis on pourrait aussi comme ça récupérer une version précédente. Mais ça crée quand même des problèmes du type: comment est-ce que je vais partager ces fichiers-là aux autres? Ce serait quand même un peu embêtant aujourd'hui de devoir se trimballer avec des supports physiques ou même envoyer ça par un protocole pas très adapté, ça peut être, terrible. Typiquement en entreprise, ça se fait souvent par mail, c'est pas terrible et donc voilà, une version, plus raisonnable, pour résoudre ces problèmes-là, c'est utiliser un gestionnaire de version aujourd'hui. Alors dans ce cours, de quoi il va traiter? Donc ce que j'aimerais bien, parler ici, c'est, donner des concepts essentiels sur la gestion de version. Mon but, c'est que ces concepts-là soient assez abstraits pour être utiles tout le long de votre carrière. Parce que la gestion de version, ça a évolué, mais pas tant que ça non plus. Donc si vous comprenez, les concepts fondamentaux qui sont derrière, même si, l'outil change, vous pourrez vous en sortir sans souci, quoi. Donc on va faire une petite analyse historique de pourquoi est-ce qu'on utilise aujourd'hui des systèmes décentralisés. Donc aujourd'hui on sert, surtout beaucoup de Git. Donc on va aussi voir pourquoi on va parler de Git dans ce cours-là. On va faire ensuite un tutoriel sur Git. Donc un tutoriel vraiment prise en main de Git et ensuite, faire des choses plus avancées. Typiquement, j'aimerais bien qu'on sache intégrer des modifications dans un projet, donc qu'on puisse être intégrateur Git avec ce genre avec les TP qu'on va faire, dans ce cours-là. Et ensuite, on va regarder quelques bonnes pratiques, donc comment faire de la bonne qualité en servant d'un gestionnaire de version, parce que ce cours-ci fait partie d'un cours de plus gros autour de la qualité logicielle. Comment avoir une bonne traçabilité et comment intégrer, des choses. Donc on va commencer par, quelques définitions tout d'abord. Alors le contrôle de version, c'est, bah, tout simplement gérer, l'ensemble des versions d'un fichier ou de plusieurs fichiers. En général, on va gérer la version de tout un projet, pas juste d'un seul fichier. C'est quelque chose, voilà, qui est devenu important avec, l'informatisation, mais ça existait déjà avant, comme on va le voir, juste après. Et les outils dont on va parler, dans ce cours-là,
marche très bien sur des fichiers textuels, mais il marche, sur tout type de fichiers. Par contre, si vous travaillez sur des fichiers de type, images ou vidéos, Git, c'est pas forcément le plus adapté. Mais il existe d'autres gestionnaires de version pour ça. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle le contrôle de version ou SCM en anglais en général. Et on a d'un autre côté la partie, implémentation, donc comment est-ce qu'on se quel logiciel on se sert pour faire ça, qu'on appelle un gestionnaire de version ou VCS. Donc il y en a qui sont dédiés, donc Git, SVN, ce genre de choses, et d'autres qui sont juste intégrés dans d'autres outils comme, dans Wikipédia, quand vous éditez une page, vous pouvez revenir à la version précédente et faire ce genre de choses. Donc si on prend un peu de recul par rapport à la gestion de version au niveau historique, on se rend compte que c'est quelque chose qui est pas récent du tout, c'est quasiment aussi vieux que l'écriture. Donc typiquement, dès qu'on a eu des ouvrages, des livres, on a eu souvent besoin de les identifier. Donc ça, c'est arrivé assez tôt, donc je sais pas, les analyses, théologiques ont besoin de quand elles parlent de la Bible ou du Coran, elles ont besoin d'identifier la version de ce livre-là. Et ensuite, quand on parle d'œuvres, scientifiques, évidemment, on a besoin de savoir, quelle version de l'œuvre on parle. Et donc ce besoin, il s'est fait ressentir de plus en plus avec, l'amélioration des techniques d'imprimerie. On a eu besoin parce qu'on a de plus en plus de livres et ces livres-là ont eu de plus en plus d'éditions différentes. En Europe, le besoin s'est fait ressentir vraiment à partir de la Renaissance. On a eu différentes bibliothèques qui avaient chacun leur propre système bibliographique pour identifier les œuvres et ils ont eu très vite envie de s'unir, pour avoir des identificateurs uniques de ces œuvres-là. Donc on voit des premières réunions internationales, vers 1900. Aujourd'hui, on a tout un tas de standards, dans ce domaine-là grâce à ça. Et ensuite, si on s'approche de l'informatique, on se rend compte que même en informatique, c'est pas un problème très récent. Donc on a des premiers gestionnaires de version qui existaient déjà dans les années 70. Donc c'est ce qu'on appelle les gestionnaires, locaux, donc ils vont marcher sur une seule machine. Ensuite, on a eu différents gestionnaires de version qui sont apparus. Donc on a déjà, CVS, donc c'est un peu l'ancêtre de SVN. SVN, c'est Subversion, qui est là ce qu'on appelle un gestionnaire centralisé. Donc là, le principe, c'est qu'on va pouvoir collaborer avec, cet outil-là, donc plusieurs développeurs vont pouvoir, travailler ensemble, mais de manière centralisée, donc c'est un serveur qui va gérer lui-même les versions et ceux qui travaillent vont juste être des clients qui vont se connecter à ce serveur-là pour travailler, enfin pour faire toutes les synchronisations de gestion de version. Et ensuite, on a eu différents, gestionnaires de version décentralisés. Donc là, le principe, c'est un peu le meilleur des deux mondes, parce qu'on pourra travailler à la fois en local et se synchroniser, avec d'autres personnes. On pourra quand même avoir un serveur central si on souhaite, mais on n'est pas obligé de le faire dans ces cas-là. Donc on voit dans ce schéma historique, on voit qu'il y a eu une explosion du nombre de gestionnaires de version vers 2005. Et c'est dû au fait que BitKeeper, donc l'un des premiers gestionnaires de version décentralisés, qui était un logiciel propriétaire, est devenu payant. Et il était notamment utilisé par le kernel Linux. Donc les différents développeurs du kernel se sont dit qu'il fallait, il fallait développer une solution libre pour pouvoir continuer à se servir de ces outils-là. Et donc ça a rendu cette explosion-là. Donc les plus importants qui sont sortis de ça sont Git et Mercurial. Donc ensuite, on peut se demander de quel gestionnaire de version on va se servir. Donc pour les TP et pour la suite du cours de qualité. Donc je vais pas vous faire languir trop, ce sera du Git. Et donc pourquoi? Bah, la première raison, c'est que Git est populaire. Là, on voit la popularité de Git en fonction du temps et des autres gestionnaires de version principaux. Donc on voit que SVN était plus populaire que Git pendant un petit moment, mais que depuis 2011, c'est plus du tout le cas, et que la plupart des gestionnaires s'écrasent devant Git aujourd'hui côté popularité. Donc ça se voit d'un côté par les différentes métriques de popularité qu'on peut récupérer. Donc là, c'est juste du Google Trends, donc j'ai pas mis de légende de d'axe Y parce que les données n'ont pas vraiment de sens. C'est juste pour les comparer entre elles. Et on voit aussi d'autres indices, typiquement on voit que les concurrents s'en servent comme référence.
La doc de Pidjoule nous dit comment ça faire de Pidjoule si on sait servir de Git. C'est la même chose pour Fossil qui va se comparer à Git pour mieux se situer, donc il le considère comme la base. Il y a aussi d'autres concurrents comme le gestionnaire de version de Microsoft, donc, qui s'appelait TFS mais qui s'appelle Azure DevOps aujourd'hui, qui a son propre moteur interne, donc TFS, et qui a aussi Git. Donc si on veut un peu chercher d'autres chiffres similaires de popularité, on peut regarder le nombre de questions par mois sur Stack Overflow. Donc ça, on peut y accéder, la base de données est en libre accès. Et on se rend compte que les données sont très proches. Depuis 2011, Git est beaucoup plus populaire que les autres, et les autres perdent en popularité. Ça s'explique aussi ça par les différentes forges logicielles. Donc, là, on voit leur popularité au cours du temps. D'après Google, encore une fois, on se rend compte que GitHub est très présent et GitLab aussi, et ces deux plateformes-là ne proposent que du Git aujourd'hui. Donc si vous voulez créer un projet open source et que ce soit facile de contribuer dessus, vous n'avez pas trop de choix de faire du Git aujourd'hui. Il existe d'autres forges qui permettent d'avoir autre chose que du Git, typiquement Bitbucket, qui avait été créé pour Mercurial. Mais ils ont introduit Git en 2011, et cette année, ils ont décidé qu'ils allaient faire que du Git parce qu'ils avaient quasiment plus de répertoire en Mercurial. Donc ça donne une popularité, elles sont quand même à prendre avec des pincettes, parce qu'on pourrait, là ça se base sur les données de Google ou les questions de Stack Overflow, ça pourrait vous peut-être juste dire que Git est plus dur à apprendre, du coup les gens posent plus de questions, et même si bon, l'utilisation de GitHub et GitLab elle est quand même assez claire. Donc pour regarder dans les projets open source, ceux pour lesquels on peut avoir ces données-là, comment est-ce qu'ils ont adopté des gestionnaires de version au cours du temps. Donc ça dépend beaucoup des projets, et surtout de quand les projets ont commencé. Donc on remarque quelque chose d'assez clair, c'est qu'à partir de, on va dire 2008-2010, la plupart des projets commencent tous en Git. Donc c'est quelque chose de clair, et on voit aussi que la plupart des autres projets sont passés à Git aujourd'hui. Donc si on regarde juste la même courbe, mais en comptant le nombre de projets par année qui sont dans le gestionnaire de version, on se rend compte que Git est aussi très très utilisé à cet endroit-là. Donc c'est clair et net aujourd'hui que Git est le plus populaire des gestionnaires de version. Donc c'est un impact sur le monde du travail, les projets open source vont tous faire du Git, les entreprises vont en faire aussi, même si les entreprises ont une certaine inertie et qu'elles vont prendre du temps avant de changer de technologie, elles vont évidemment converger vers du Git. Donc ça me semble pertinent aujourd'hui de faire du Git pour des nouveaux étudiants. Et en plus de ça, vu que là on est dans un cours de qualité, on va s'intéresser à faire ensuite des tests automatiques et des tests d'intégration. Les outils pour faire ça sont basés autour de Git, même s'il en existe certains sur d'autres gestionnaires de version, c'est pas les plus accessibles, donc ça m'a vraiment l'air le plus pertinent. Donc maintenant, on va s'intéresser au principe derrière les gestionnaires de version. Donc le premier principe clé, c'est la notion d'historique des versions. Donc le principe, c'est que notre projet tout entier aura plusieurs versions. Donc on peut imaginer déjà une première version du projet, où on va juste mettre le fichier de licence dans le projet. Pour faire une deuxième version, on va rajouter un nouveau fichier de rapport et une figure qui va avec. Et ensuite, on pourra modifier ces fichiers, et à chaque fois, ça va créer une nouvelle version. Un truc assez important avec les gestionnaires de version, c'est qu'on peut facilement revenir à une version précédente. Donc là, on voit que la dernière version, donc la version 5, on a modifié le rapport, mais ce rapport-là, on n'est pas très content de ce qu'on a écrit. Donc on peut revenir à la version précédente et faire un autre travail à la place, et continuer de travailler à partir de cette version modifiée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un historique de version? Une chose simple qu'on peut faire, c'est juste prendre une version et la partager aux autres, enfin la transformer en une archive par exemple. Donc on peut faire ça de manière assez simple. On peut aussi bien sûr voir la différence entre plusieurs versions, ce qui permet de comprendre ce qui s'est passé dans un projet. On peut faire ça uniquement sur certains fichiers et ce genre de choses aussi évidemment. Donc ça, cette notion d'historique des versions, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les gestionnaires de versions, sauf ceux basés sur la théorie des patchs, mais on va pas en parler. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le contrôle de version centralisé. Donc c'est le type de choses que fait par exemple CVS ou Subversion. Donc on va essayer d'expliquer ça avec quelques schémas.
Le premier principe, c'est que vous avez forcément un serveur qui va être en charge de gérer l'historique. Donc là, on voit un serveur à droite qui a 3 versions du code. On peut aussi appeler révision, donc voilà, à la place de version, c'est quelque chose qui est très courant dans le monde de SVN. Donc on a un utilisateur, donc Alice, qui veut accéder au dépôt. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se connecter au serveur et elle va récupérer une copie locale du dépôt. Donc dans ce cas-là, SVN, il va lui rendre une copie intégrale du dépôt qui correspond à la révision 3. Donc Alice va ensuite pouvoir travailler en local sur ses fichiers qu'elle a récupérés. Donc là, on voit qu'elle a modifié le rapport et modifié une figure. Et elle va vouloir créer une nouvelle version. Et donc, en centralisé, elle ne va pas pouvoir créer la version sur sa propre machine, elle va devoir se synchroniser avec le serveur pour créer sa nouvelle version. Donc la version sera existante sur le serveur et elle aura des fichiers qui correspondent à ce qui est envoyé sur le serveur. Ensuite, elle pourra modifier un autre fichier, créer une nouvelle version, etc. Donc si on regarde en résumé comment ça marche, donc c'est ça, on a un serveur central, et dès qu'on veut faire quoi que ce soit qui a rapport à la gestion de version, on va devoir se communiquer avec ce serveur. Donc après, ça dépend évidemment des implémentations, vous pouvez mettre des choses en cache chez le client, mais c'est viable de dire que le client n'a quasiment aucune information sur les versions. Donc dès qu'on travaille à plusieurs sur ce genre de système, vu qu'on ne peut pas créer chacun de version dans son côté, on n'aura pas trop de soucis d'historique qui part dans tous les sens. Ce sera quelque chose d'assez linéaire. Mais par contre, c'est très compliqué de travailler à plusieurs avec ça parce que vous ne pouvez pas créer une version pendant que quelqu'un est d'en créer une autre. Donc les quelques fois où j'ai travaillé en SVN à plusieurs, enfin à plus de 2, ça s'est passé de manière assez complexe. En fait, on a besoin de rajouter un espèce de dictateur qui va dire qui c'est qui a le droit de commit à tel moment pour éviter les problèmes. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement pratique dès qu'on travaille en nombre. Il y a aussi des soucis d'implémentation de la plupart de ces gestionnaires-là. Donc typiquement, si vous avez du SVN, vous avez des conflits tout le temps, alors que vous ne comprenez pas trop pourquoi. Et puis un autre souci vraiment important des gestionnaires de version centralisés, c'est qu'on ne peut pas travailler sans le serveur. Donc c'est impossible de travailler si vous êtes dans le train, sans internet, ou que le serveur est en panne. Alors maintenant, on va passer à la version décentralisée. Donc là, c'est différent. Alice va pouvoir créer un local de gestion de version sur sa propre machine. On va pouvoir travailler dessus, donc on va pouvoir faire des versions comme tout à l'heure. Elle fait différentes versions de son projet, elle peut repasser aux versions précédentes et continuer à travailler. Et ensuite, quand elle va vouloir partager son travail, elle va l'envoyer sur un serveur ou à quelqu'un d'autre. Et elle va partager du coup des bouts d'historique, donc des bouts du graphe des versions qu'elle a faites. Donc elle peut continuer à travailler. Et l'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut plus facilement travailler à plusieurs. Donc là, on peut voir que un autre utilisateur arrive, donc Bob. Il récupère le dépôt depuis le serveur, il travaille, il envoie sa version au serveur, donc là, ça rajoute une version par-dessus. Et ensuite, Alice peut gérer la synchronisation de manière beaucoup plus complexe qu'avant. Avant, c'était forcément géré par le serveur dans un protocole synchronisé. Là, on est dans un protocole décentralisé où les utilisateurs peuvent eux-mêmes se synchroniser comme ils le souhaitent. Donc là, Alice récupère la nouvelle version du serveur, elle se rend compte qu'il y a une nouvelle version H en plus, et donc elle va pouvoir s'amuser à comment intégrer cette modification. Et elle peut faire quelque chose comme ça, où elle va dire je vais réécrire mes versions F et G par-dessus H, et ensuite envoyer ça sur le serveur. Donc quelque chose qu'on voit là, c'est que l'historique, même s'il est linéaire là sur le serveur, chez Alice, il ne l'est pas du tout. On a beaucoup de branches qui ont déjà commencé à apparaître dans le graphe. Donc c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans le contrôle de version décentralisé. Alors pour résumer ça, donc voilà, chaque utilisateur a son historique local, donc c'est très utile pour travailler quand on n'a pas internet, quand le serveur est en panne, etc. Pour synchroniser, on va juste échanger des bouts historiques. On n'est pas obligé d'échanger tout l'historique à chaque fois. Et dès qu'on veut intégrer des modifications, ça revient à comment est-ce que je vais gérer cet arbre de version.
Donc ouais, une petite notion là-dessus, le serveur il est inutile en théorie, mais en pratique on s'en sert souvent parce que c'est très pratique pour d'autres raisons. Typiquement, c'est pratique d'avoir un serveur parce que vous n'allez pas forcément avoir tout le temps un utilisateur qui est connecté pour aller récupérer la version depuis lui, donc quelque chose pour avoir accès à votre code, de manière, pratique. Une autre raison importante, c'est la on aime bien avoir une version «unique» entre guillemets du projet. Quelle est la version à jour du projet? Et donc si on a un dépôt central, c'est plus pratique pour ça aussi. Et puis, depuis l'arrivée des forges de type GitHub, GitLab, c'est, très pratique de grouper tout ce qui est la gestion des bugs, de la documentation avec le code. Et donc le serveur permet aussi de gérer ces aspects-là à la fois. Alors côté problème, c'est un petit peu plus compliqué à manipuler parce qu'on peut faire plus de choses avec. Par contre, ça a à la fois les avantages du contrôle local, donc on peut travailler, tout seul et on peut quand même, travailler en centralisé si on le souhaite. Mais la prise en main est un peu plus longue, je pense.